Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal de news cette semaine-ci qui sont assez intéressantes. Déjà, nous avons le MWC à Barcelone, qui est un show d'électronique centré sur les appareils mobiles, donc beaucoup de smartphones et tout ce qui est en rapport avec les smartphones qui sont annoncés là-bas. C'est encore cette semaine-ci. Donc, les news sont encore en train d'arriver. On en verra plus certainement dans le prochain Texama Show. Nous avons aussi une sortie officielle pour la RX 7900 GRE. Genre, vraiment maintenant, vous pourrez l'acheter en magasin officiellement. Et elle vient aussi avec une baisse de prix, cette annonce officielle, pour cette carte, mais aussi pour les autres qui sont à peu près au même prix, on en parlera plus, et puis d'autres actualités en tout genre. Vous avez une table de matière dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus, et commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que vous pouvez venir voir ma sale gueule ce dimanche 3 mars à Bruxelles Expo, parce qu'il y a la Made in Asia. Alors, je ne suis pas là en tant qu'invité pour les dédicaces et tout ça, parce que je ne fais plus trop ça, honnêtement, pour diverses raisons, et la raison, c'est pas les gens, c'est plus les organisations de ces trucs-là. Bref, je suis là surtout pour participer au stand RTBF XP. Donc, je serai là le dimanche 3 mars sur le stand RTBF XP. Celui-ci est, voilà le plan de la Made in Asia. C'est le 710, normalement, le stand RTBF. Il est juste à côté de Little Asia. Donc, si vous voulez le repérer, basiquement, vous repérez l'endroit où il y a tous les gens qui font la file pendant des heures pour une minute de fun, un peu comme à Disneyland, basiquement. Et le stand RTBF XP devrait être pas trop loin. Je fais des vidéos, si vous vous souvenez, pour ceux qui ne savent pas, mais sur RTBF XP, on fait des vidéos tech avec notamment French Hardware. Et on traite de pas mal de sujets très intéressants, selon moi. Les vidéos sont vraiment qualitatives, parce qu'ils ont toute une équipe derrière. Donc, genre, niveau montage et tout ça, c'est juste largement au-dessus de ce que je pourrais faire personnellement. Donc, vraiment des très bonnes vidéos à regarder. Et dans tous les cas, on sera là, du coup, le dimanche. Normalement, début d'après-midi et aussi milieu d'après-midi. Je serai certainement là dimanche matin, mais je ne serai pas forcément sur le stand. Je vais peut-être aller aussi au stand Flow Up pour embêter les French Hardware. Le stand Flow Up est en 419, c'est ce gros stand-là, juste à côté de l'Otaku Stage. Ils vont regretter d'être à côté du stage, d'ailleurs. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'étais à une convention, le pire endroit où vous pouvez être, c'est à côté d'une scène, parce que ça fait du bruit, énormément de bruit. Le pire, c'est les karaokés. Si vous êtes à côté d'un karaoké, non, non. Je me souviens d'une fois où on était juste à côté d'un karaoké et c'était l'année de la sortie du film Frozen en anglais. Comment ça s'appelle? Je sais même plus le nom en français en réalité. La Reine des Neiges, voilà. Ouais, on s'est chopé souvent la musique. Bref, dans tous les cas, stand 710 pour ceux qui sont du coup à la Made in Asia. C'est un, je rappelle, à Bruxelles Expo. Donc pour ceux qui sont en Belgique, basiquement, c'est pas très compliqué de venir. Et pour ceux qui sont en France, bon, là, un peu plus compliqué. Si vous habitez Lille, ça va. Vous pouvez juste conduire éventuellement. C'est pas trop loin, Bruxelles. Faites juste attention qu'en revenant dans l'autre sens, les panneaux Lille ne sont pas affichés en français. Et Lille a un autre totalement différent nom en néerlandais, au point même que je pense qu'il y a des gens qui se perdent souvent. Il y a même une ville, fun fact, il y a une ville à côté de Bruxelles qui s'appelle Lille. Du coup, la théorie, c'est que c'est tous les habitants de Lille qui n'arrivaient pas à retrouver le chemin vers Lille qui sont juste restés là, en fait. Voilà, petit fun fact, c'est évidemment une blague, mais c'est réellement la ville existe, hein, par contre. Donc peut-être qu'il y a une part de vérité. Bref, dans tous les cas, Bruxelles Expo, Made in Asia, ça coûte assez cher. En réalité, à Made in Asia, par contre, c'est genre 19,50€ le ticket. 18,50€ là, le dimanche. Je serai là le dimanche, c'est un peu moins cher. Il y a aussi un fast pass à 50 balles. What the... C'est en partie pour ça que je vais plus vraiment à ce genre d'événements. La Made in Asia, surtout maintenant, ça a été racheté, il me semble, depuis 2018-2019 par une société qui fait des événements. Donc, c'est basiquement un business, ok? Avant, c'était un semi-business. Maintenant, c'est totalement un business. Donc, c'est pour ça que moi, je vais plus vraiment à des conventions qui sont des business, en fait, parce que c'est comme ils font de l'argent en fait en invitant plein de youtubeurs. Ils parquent les gens comme du bétail dans un des halls d'exposition. Ils font la file pendant des heures pour venir voir les youtubeurs et ils se font plein d'argent comme ça. C'est vraiment en grande partie pour ça que je ne vais plus à des conventions parce que ben, les gens sont
je trouve que les conventions traitent mal mes abonnés, les traitent plus comme j'ai dit, du bétail et les parquent à un endroit. Mais ma foi, là, comme c'est RTBF qui fait quelque chose, ça m'intéresse déjà plus. Vous pourrez venir, en fait, sur le stand, on pourra jouer et tout ça, s'il y a de la place disponible, évidemment. Mais au moins, c'est déjà un petit peu plus libre. J'irai marcher un petit peu aussi dans la convention. Donc, si vous me voyez, n'hésitez pas à dire bonjour. Il n'y a pas de problème pour prendre un selfie, signer un petit truc. Juste le truc que je demande, s'il y a des gens, des fois, ils demandent une photo. Alors, si on prend un selfie, génial, il n'y a pas de problème. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils veulent juste une photo de moi tout seul. C'est un peu bizarre parce que je suis juste en mode, ok, je vais juste rester comme ça. T'as pris ta photo, merci, au revoir. C'est un peu bizarre. Juste demander un selfie. C'est beaucoup plus normal. Enfin bref, dans tous les cas, stand 710, ce serait certainement là. Enfin, je serai là. Dimanche après-midi du coup, n'hésitez pas à venir. Première news de la semaine, c'est évidemment le fait que cette semaine-ci, c'est le MWC, donc c'est le Mobile World Congress, pour information, à Barcelone. C'est vraiment pour moi le plus gros show de l'électronique au niveau surtout appareil mobile, vraiment massif, énormément de news là-bas. Bon, évidemment pas Apple, parce qu'Apple, ils font leur propre événement, mais ils aiment bien aussi annoncer des trucs pendant les événements des autres pour juste voler un petit peu l'attention. Donc ça ne m'étonnerait pas que Apple annonce quelque chose juste pour voler un peu l'attention. Samsung a fait une présentation, il me semble déjà. Ça dure toute la semaine du coup. Je tourne cette vidéo le lundi, donc il n'y a pas encore eu énormément d'annonces, mais il y en a eu quelques-unes. Donc on aura plus d'annonces les jours à venir. Il me semble que Xiaomi va annoncer des nouveaux téléphones. Vous avez aussi d'autres marques un petit peu dans le genre. Basiquement, vraiment toutes les marques sont là. Donc c'est très intéressant. On en parlera certainement beaucoup plus la semaine prochaine. Pour le moment, j'ai encore très peu lu de news par rapport au MWC. Une que j'ai lue en réalité, la première, c'est le fait que vous avez Lenovo, du coup, enfin techniquement Motorola, vu qu'ils ont racheté Motorola, qui a présenté un téléphone, comme vous pouvez voir, qui se met autour de votre poignet. Ils avaient déjà montré ça en 2016, si je me souviens bien, mais le prototype de 2016 était très... voilà, c'était ça. C'était un prototype. Très clairement, c'était vraiment gadget. Ça faisait du bruit apparemment quand il se mettait autour du poignet de la personne. Le nouveau prototype du coup ici, qui semble être un design à peu près fini, donc ça pourrait être un produit qui sort vraiment, est beaucoup plus clean comme vous pouvez voir. Il a aussi, on ne le voit pas vraiment ici, mais sur justement le bras de cette personne-là, nous avons une sorte de bande ainsi qu'un truc métallique. Et apparemment, ça permet au téléphone de vraiment s'accrocher via des aimants sur cette bande. Donc, ça permet de le sécuriser en place, ce qui est, selon moi, plutôt important. Ce serait dommage de juste faire un coup de bras et bye bye le téléphone. Enfin bref, j'aime vraiment bien ce genre de concept. Par contre, on a encore, selon moi, plusieurs années avant que ce soit vraiment intéressant parce que, premièrement, regardez l'épaisseur du truc. Non. Le système de fixation magnétique est certainement plutôt sécurisé, mais j'imagine que si vous mettez vos bras dans votre veste, par exemple, il fait un peu froid, il y a de fortes chances que le téléphone se fasse accrocher et juste... c'est magnétique, donc souvent les trucs magnétiques, ça résiste bien quand vous tirez genre dans le sens de l'aimant, d'attraction de l'aimant, mais quand vous tirez sur les côtés, ça s'enlève très facilement. Donc ouais, je pense que ça va pas être le plus sécurisé, donc pas forcément pour tout le monde. Et puis il faut voir la durée de vie de la batterie, parce que l'entièreté du téléphone se plie, donc comment ils font au niveau batterie? Je suppose que en réalité, peut-être que cette partie-là n'est pas pliable, et du coup il y a une batterie, le milieu est pliable, et puis l'autre partie de l'autre côté qui revient doit être aussi pas pliable, parce que le poignet humain n'est pas vraiment un rond, c'est plus genre plat, arrondi, puis plat. Donc je suppose qu'ils mettent les batteries comme ça, mais il y a de fortes chances que oui, au niveau batterie, ce soit pas le meilleur. Mais une vision du futur, selon moi, vraiment une vision du futur. Je vois bien vraiment, vous voyez ces petits bracelets en métal que vous pouvez avoir souvent à des conventions ou des concerts ou je sais pas quoi, là, vraiment les trucs que vous prenez, vous êtes plaque, et hop, ils se ferment autour de votre bras. Moi, je vois un smartphone comme ça. Genre vraiment, quand ce sera suffisamment résistant et que ce sera assez fin, j'imagine juste quelqu'un prendre son smartphone juste sur le bras et hop, c'est une montre. Et puis il le reprend et peut-être en appuyant même sur le bouton du lecteur d'empreintes pour déverrouiller et en tirant, peut-être que ça le remet droit automatiquement. Ça pourrait être tout à fait possible. Et hop, vous pouvez l'utiliser comme un smartphone. Ce serait hyper intéressant. Donc ça, je le vois bien arriver. Pas tout de suite, clairement. Mais peut-être d'ici 10 ans,
tout à fait possible. Ensuite, on a une news beaucoup moins positive par contre pour tous ceux qui seraient sur Chrome. Normalement, il y a une nouvelle mise à jour de Chrome qui arrive maintenant à l'heure actuelle. Donc vous avez peut-être déjà... vous l'installez même pas, elle s'installe toute seule, donc vous l'avez peut-être déjà qui fonctionne derrière. Et du coup, cette mise à jour de Chrome rajoute le Privacy Sandbox, qui est une fonctionnalité que vous pourriez dire, oh, privacy, donc c'est la vie privée, sandbox, c'est bac à ça, peut-être un bac à ça pour la vie privée. C'est peut-être une fonctionnalité positive. Pas du tout. Le Privacy Sandbox, malgré un nom qui semble indiquer quelque chose de positif, est basiquement un tracker intégré directement dans Google Chrome. Donc Google, vous le savez, adore les pubs. Google, ils vendent... Le gros de l'argent que fait Google, c'est juste pure publicité, tracking, vendre vos données. Vraiment. Et du coup, il y a une petite mode en ce moment, je pense que vous l'avez vu, c'est le fait que les gens n'aiment pas trop avoir des cookies, surtout de tierces, qui sont sauvegardés dans leur navigateur et qui les traquent. Donc maintenant, vous avez Firefox et d'autres navigateurs qui bloquent par défaut ces cookies. Vous avez aussi Apple, qui a été un des premiers à le faire sur leur appareil, a juste totalement bloqué les cookies. Ça a coûté beaucoup d'argent à Google, mais aussi à Facebook. Et donc, Google, ils savent que c'est la fin des cookies. Alors, en tout cas, les cookies qu'on installe n'importe comment comme ça. Donc, ils ont travaillé sur une nouvelle fonctionnalité, tout aussi salaud, et c'est ce Privacy Sandbox. Et en gros, ça collecte des données sur ce que vous allez, sur les sites web que vous allez, tout ça. Et du coup, ça crée un profil pour les gens qui veulent vous vendre des pubs. Et quand vous allez sur un site, ils pourront consulter ce profil pour savoir quel genre de pub ils peuvent vous donner. Évidemment, ça ne va pas entièrement traquer tout ce que vous faites. Hein. Ils sont quand même pas salauds à ce point-là, mais c'est plutôt genre, si vous allez sur des sites de moto, dans vos centres d'intérêt, vous allez avoir moto, forcément. Vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, vous allez vous choper des pubs pour les motos. Et donc, Google fait ça parce que dans un futur plus ou moins proche, ils veulent retirer totalement les cookies, justement, en tout cas tierces, de Google Chrome. Mais évidemment, pour continuer de gagner de l'argent, ils veulent un remplacement à ce truc-là. Et ce sera le Privacy Sandbox. Donc c'est totalement ça. Donc, comme fonctionnalité, on va être très honnête. C'est pour moi quelque chose d'assez honteux. Mais après, c'est pas si étonnant que ça de la part de Google qui... Je vous rappelle que voilà quelques années, le motto de Google, c'était... En tout cas, dans leurs conditions d'utilisation et tout ça, ils disaient... Leur motto, c'était Don't do evil, donc ne faites pas des choses malveillantes. Ils l'ont retiré depuis, et ça se voit parce que j'ai l'impression qu'ils font que des choses malveillantes ces derniers temps. Donc bref, dans tous les cas, oui, c'est totalement salaud. Google a essayé de justifier ça en disant que c'était une bonne chose parce que c'est meilleur que les cookies et qu'on a besoin d'un futur où on peut toujours donner des pubs aux gens. Hein. Forcément, on ne peut pas arrêter de traquer les gens. Ça ne va pas. Comment on leur vend des pubs? C'est pas possible. Donc ça, c'est meilleur. Vous voyez, c'est meilleur. Pas de cookies. Maintenant, c'est voilà, c'est bien fait. Donc, évidemment, ça, c'est la justification de Google qui est très discutable. Il donne l'impression qu'il n'y a pas le choix, en fait. Hein, qu'on doit forcément vivre dans un monde où on est traqué en permanence pour nous vendre des pubs. Mais non, non, Google. C'est juste ce que vous voulez faire et c'est ce que vous faites depuis des années. Mais peut-être ce serait intelligent de diversifier plus vos revenus. Enfin, il diversifie quand même pas mal, mais peut-être arrêter de penser que la solution à tous vos problèmes d'argent, c'est juste vendre des pubs ou collecter des données. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a d'autres entreprises qui font beaucoup d'argent sans faire ça, donc peut-être que vous devriez vous inspirer. Bref, dans tous les cas, le conseil vraiment ici, c'est intégré à techniquement Chromium. Après, évidemment, des navigateurs comme Brave vont certainement juste le virer totalement. Edge de Microsoft, ils ont leur propre truc de tracking. Donc moi, ce que je vous conseille honnêtement, c'est juste installer Firefox et vous serez tranquille. Ensuite, on a une news qui concerne du coup les processeurs avec des Neural Processing Unit, ou plutôt des accélérateurs d'IA basiquement. C'est évidemment 2024 est l'année de l'IA, on peut le dire, encore plus que 2023. Et notamment sur Windows, ça va être un gros focus de Microsoft. Il y a d'ailleurs apparemment des rumeurs que Windows 12 n'arrivera pas. Ce sera plus Windows 11 qui sera mis à jour avec des fonctionnalités d'IA. Donc ça, on verra bien quand ils annonceront certainement des nouveaux produits Surface au courant de l'année. En attendant, vous avez Intel et AMD qui ont sorti du coup des processeurs avec des parties accélérateurs d'IA intégrés. Et
un truc qui manquait un petit peu dans le gestionnaire de tâches, c'est le fait de pouvoir monitorer ces parties de ces CPU. Parce que c'est basiquement des microprocesseurs faits pour l'accélération d'IA. Donc c'est séparé du CPU, c'est séparé du GPU. Et donc c'est intéressant de voir si c'est peut-être utilisé ou comment c'est utilisé ou si c'est trop utilisé. Donc là, comme vous pouvez voir, on a une image du gestionnaire de tâches qui pourrait justement vous permettre de monitorer cette partie du CPU, ce qui est une bonne chose parce que un problème que je vois vraiment arriver avec ça, c'est que si c'est pas correctement, vous pouvez pas le monitorer correctement, ou en tout cas il faut utiliser des outils externes ou autre chose, il y a des gens qui vont pas se rendre compte que peut-être que des programmes utilisent ces accélérateurs d'IA pour faire des calculs, pas forcément que les gens voulaient faire, peut-être, je sais pas moi, miner des cryptocurrencies en arrière-plan. Si c'est fait sur cette partie du CPU, à l'heure actuelle, avec la version Windows actuelle, vous ne le voyez pas. Genre, c'est impossible de le voir. Ou en tout cas, vous devez sortir un programme externe. Et beaucoup de gens ne vont même pas se rendre compte de ça. Donc, très important que ce soit rajouté dans le gestionnaire de tâches, même si les gens ne savent pas forcément ce que c'est, au moins ça permettra de plus facilement trouver une source de problème, ou juste les gens pourraient regarder dans le gestionnaire de tâches et se dire « Oh, tiens, c'est bizarre, ce truc-là, il est utilisé à 100%. Oh, qu'est-ce que c'est ?» Ils vont peut-être demander à quelqu'un s'y connaît, et cette personne va leur dire « Oh, attends, c'est pas normal. » Donc ça, c'est une bonne chose. Et ça semble tout à fait logique par rapport à tout ce qui se passe en ce moment au niveau accélérateur d'IA dans les processeurs modernes. Ensuite, on a une news qui concerne NVIDIA et notamment GeForce Experience. C'est un programme plutôt pratique, notamment qui permet de mettre à jour votre driver. Mais le gros problème de GeForce Experience, c'est que vous devez vous connecter. Et vous ne pouvez pas l'utiliser sans vous connecter. Et selon moi, c'est vraiment juste illogique. Genre, pourquoi je dois me connecter? Qu'est-ce que tu fais avec le fait que je me sois connecté? Genre, il n'y a aucune préférence qui est sauvegardée en utilisant un compte. Il n'y a rien, il n'y a littéralement aucun avantage à avoir un compte connecté. Donc, ça à se demander pourquoi je suis connecté en fait. Eh bien, du coup, NVIDIA a annoncé la bêta publique d'une nouvelle application pour Windows qui permet de consolider déjà leur panel NVIDIA et GeForce Experience en un seul programme. Et ce programme, vous pourrez toujours vous connecter, mais vous ne serez pas obligé de vous connecter pour l'utiliser. Et du coup, vous pourrez télécharger les derniers drivers, vous pourrez régler les niveaux graphiques des différents jeux, ça c'est plutôt pratique. Et vous pourrez aussi monitorer notamment votre GPU, utiliser Shadowplay, ce genre de choses. Et apparemment, selon eux, il y aura plus de fonctionnalités qui vont arriver, ce qui ne m'étonne pas vraiment. Donc c'est aussi, au final assez similaire à ce qu'a fait AMD avec leur panel Adrenaline, où en gros, vous avez tout qui est intégré en un. Donc vous avez les paramètres plus classiques de résolution et tout ça. Et puis vous avez carrément dans le panel AMD, vous pouvez overclocker votre GPU et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez aussi le faire avec Nvidia, mais c'est plus limité. AMD, vous pouvez vraiment aller genre changer des petits paramètres très précis. Le panel AMD est vraiment bien foutu en réalité. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué par le passé, mais maintenant, genre, est vraiment bien foutu. Il a des fois quelques petits bugs, mais moi, personnellement, je peux vous dire que c'est selon moi, vraiment AMD a un meilleur panel que Nvidia à l'heure actuelle. Ils ont même énormément d'options dedans. Donc ça ne m'étonne pas que Nvidia soit dit peut-être qu'on devrait le faire aussi, et peut-être qu'on devrait améliorer GeForce Experience et surtout arrêter aux gens de se connecter alors que ça sert à rien. Vous savez, le pire avec ça, vraiment le pire, c'est qu'en 2020, fin 2020, début 2021, quand les RTX 3000 sont sortis et que plein de gens, plein de scalpers ont récupéré des RTX 3000 pour les revendre sur eBay, le store Nvidia officiel pour acheter une Founder Edition ne requérait pas de CAPTCHA ou autre chose. Par contre, GeForce Experience, quand vous vous connectiez, avait un CAPTCHA. Donc il y avait un CAPTCHA sur un système de connexion qui sert littéralement à rien. Genre vraiment. Pourquoi mettre un CAPTCHA pour GeForce Experience? Hein? Parce que le seul but de se connecter dans GeForce Experience, selon moi, c'était juste pour permettre à Nvidia de collecter des données par rapport à vous en particulier. On va être très honnête. Il n'y avait aucun autre avantage vraiment. Mais dans tous les cas, il y avait un CAPTCHA, mais pour le store, il n'y avait pas de CAPTCHA. Et juste ça, pour moi, ça voulait tout dire. Genre, ils en ont rien à faire si plein de gens achètent des cartes graphiques pour les revendre sur eBay. Mais par contre, GeForce Experience, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas de bot ici. Hein. Non, il ne faut pas de bot. Hein. Bon, après, les CAPTCHA, pour information,
pas très utile. La plupart des bots peuvent les contourner maintenant, mais bon. Bref, dans tous les cas, c'est à peu près tout pour cette news-là. Ma foi, une bonne chose, même si, on va être très honnête, ça aurait dû arriver depuis très longtemps. Et je vais pas applaudir Nvidia pour faire quelque chose qu'ils auraient dû faire depuis le départ. Hein, on va être très honnête. Le fait de ne pas devoir se connecter pour utiliser une telle application, voilà, c'est pas quelque chose d'incroyable, Nvidia. C'est littéralement le strict minimum. Ensuite, une autre news par rapport à Nvidia, c'est le fait qu'ils ont apparemment passé la valeur de Google sur le marché. Donc évidemment, cette valeur est totalement arbitraire. Hein. C'est le marché qui est en mode « Ah oui, Google, ils valent autant d'argent parce qu'on a juste décidé. » Et ça mène à des situations où des fois des entreprises sont largement surévaluées. Par exemple Twitter, parce que Twitter ne valait jamais 40 et des milliards de dollars. Et puis d'autres entreprises qui sont des fois même sous-évaluées. Ça arrive aussi totalement. Dans tous les cas, Nvidia a passé Google et maintenant ils sont l'entreprise, la quatrième entreprise la mieux cotée du coup au monde. Ce qui est en réalité vraiment genre, pour ceux qui ne savaient pas, oui, Nvidia vaut réellement autant d'argent et cette augmentation de la valeur d'NVIDIA vient bien évidemment de tout ce qui concerne les IA. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais tout ce qui est les cartes graphiques pour gamers et tout ça, c'est juste une petite partie du marché d'NVIDIA. C'est un peu comme, je sais pas moi, les AirPods pour Apple. Oui, ça représente beaucoup d'argent, mais c'est juste une partie de beaucoup d'autres choses. Par exemple, les iPhones représentent beaucoup plus d'argent. Eh bien, pour NVIDIA, l'équivalent des iPhones pour Apple, ce serait tout ce qui est au niveau IA. Et là, ils en vendent, mais en masse en ce moment. Ils sont clairement c'est clairement l'un des leaders du marché au niveau calculateur, accélérateur d'IA. Et du coup, vous avez énormément d'entreprises qui achètent de leur matériel pour juste, par exemple, développer des nouveaux modèles d'IA sur des supercalculateurs. Et donc, ils se font masse argent. Il me semble que leur profit depuis l'année dernière a augmenté de plus genre... oui, alors déjà, la valeur boursière d'NVIDIA a augmenté de 50% depuis l'année dernière, donc c'est juste pour vous dire. Mais aussi, leurs revenus ont augmenté de genre plus de 20%, donc c'est juste abusé. Donc, basiquement, NVIDIA se porte très bien, ils se font un max d'argent. Est-ce que ça veut dire que les cartes graphiques pour les gamers seront moins chères? Non, totalement pas. Justement, elles seront certainement encore plus chères parce qu'ils peuvent se le permettre, parce qu'ils ont une certaine dominance sur une partie du marché. Donc, ils sont en mode, oh, si on peut charger autant d'argent, on va totalement le faire. Ensuite, en parlant d'entreprise qui peut se permettre de juste charger plus d'argent et toujours s'en sortir et que les gens continueront de payer, Nest et leur abonnement Nest Aware. Donc Nest, c'est évidemment toutes les caméras intelligentes et autres trucs intelligents, thermostat et tout, de chez Google. Et Nest Aware en particulier, l'abonnement qui vous permet de utiliser votre caméra que vous avez payée. Parce que apparemment vous payez une caméra, mais après il faut aussi payer par mois pour utiliser cette caméra. Ce que selon moi est vraiment illogique, surtout qu'en plus les caméras Nest ne sont pas les moins chères. Vous pouvez avoir des caméras pour moins cher que ça. Donc vous pourriez vous dire qu'il fera un petit peu à la Amazon où vous payez la caméra moins chère mais vous payez après. Non, vous payez dès le début et puis vous payez après aussi. Et du coup, Nest Aware, cet abonnement qui a 3 formules techniquement, une formule gratuite, une formule normale et puis une formule avancée, va augmenter jusqu'à pratiquement plus de 100% sur certains marchés, notamment à l'international. Et du coup, déjà, c'est le bordel au niveau de ça. Déjà, vous avez les premières caméras Nest et puis les nouvelles générations de caméras Nest. Selon la génération de caméras, vous avez des abonnements différents. Mais basiquement, avec l'abonnement gratuit sur les nouvelles caméras, si je me souviens bien, vous pouvez juste avoir 3 heures d'instant replay, donc de replay instantané d'événements qui se sont passés sur la caméra. Donc, si vous avez une caméra avec une sonnette et que vous êtes on a déposé un colis chez moi le matin à 8h, et vous revenez le soir et que vous voulez regarder peut-être où il a déposé le colis, voir sur la caméra s'il a peut-être mis à droite, à gauche. Eh bien, s'il s'est passé plus de 3 heures d'événement sur votre caméra, peut-être que les voisins sont passés plusieurs fois, si vous dépassez les 3 heures, vous ne pourrez pas revenir autant dans le passé et juste, vous ne pourrez pas voir où a été mis le colis. Donc oui, pour utiliser votre caméra, vous devrez payer l'abonnement qui vous permettra d'avoir jusqu'à 10 jours de replay instantané. Et puis vous avez aussi l'abonnement qui permet d'avoir 30 jours de replay instantané. Et pourquoi devoir payer pour le replay instantané, vous allez me dire? Mais c'est parce que ces caméras, au lieu de sauvegarder chez vous, elles sauvegardent sur le cloud.
Et du coup, il faut payer les serveurs. Hein. C'est pas de notre faute, hein, Google. Hein. Ça, c'est évidemment Google qui est en mode, c'est pas de notre faute, il faut payer les serveurs. Oui, mais si vous aviez designé le produit pour qu'il sauvegarde les choses au niveau local, il n'y aurait pas besoin de payer de serveurs. Enfin bref, évidemment, ils justifieront ça aussi que ils ont des fonctionnalités accélérées par IA et du coup, on a besoin des serveurs. Enfin bref, dans tous les cas, les prix ont augmenté et c'est genre certains prix juste ont explosé. Là, par exemple, vous avez un abonnement qui était à l'année à $50 qui passe à $110. Et c'est pour une caméra. Si vous avez plusieurs caméras, vous devez rajouter. Hein, ça rajoute au prix. Donc ouais, abusé. On va être très honnête, très abusé pendant que ma montre est en train de sonner. Donc, basiquement, n'achetez pas une caméra Nest. Respectez-vous, honnêtement. Même si elles sont peut-être plus faciles d'utilisation et tout ça, c'est juste une énorme arnaque. Si vous voulez des caméras de sécurité, vous avez des marques qui vendent des caméras avec juste un slot SD ou autre chose, donc tout tourne en local et vous pouvez même éviter que ça tourne en ligne. Et sinon, une meilleure encore alternative, c'est vous prenez des bêtes caméras IP. Donc c'est des caméras qui n'ont aucune vraiment fonctionnalité intelligente. Elles ont une IP, vous pouvez vous connecter dessus. Il y a souvent, vous pouvez même mettre un mot de passe et tout ça, un nom d'utilisateur. Et du coup, vous pouvez vous connecter dessus pour voir ce qui se passe. Et vous pouvez, par exemple, connecter votre NAS pour qu'il regarde ce qui se passe sur la caméra et puis l'enregistre sur le stockage. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Ça tourne en local. Il n'y a personne de chez Google qui peut aller voir aussi ma caméra quand ils veulent. Il n'y a pas de problème de « Oh, les serveurs sont down, donc vous ne pouvez plus voir ce qui se passe. » Non, je vois ce qui se passe et je peux me connecter dessus et ça marche beaucoup mieux. C'est pas forcément le plus accessible pour tout le monde, mais honnêtement, au moins, pas d'abonnement. Vous payez une seule fois et puis c'est fini. Ensuite, nous avons la RX 7900 GRE, comme j'ai dit dans l'introduction, qui est sortie aujourd'hui, le 27 février, quand je tourne cette vidéo, officiellement. Donc maintenant, vous pourrez officiellement l'acheter en magasin et ça devrait normalement inclure aussi même les modèles custom. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc oui, c'est basiquement, pour ceux qui se demandent, c'est basiquement le niveau de performance d'une 7800 XT. Elle est même un petit peu plus performante qu'une 7800 XT et elle est un peu plus efficace aussi au niveau énergétique, ce qui est assez étonnant. Et du coup, bah, ça peut être une bonne carte. Maintenant, le plus important, c'est le prix. Et là, le prix a du coup diminué. Donc, le prix annoncé en dollars est $549. Avant, c'était plus de $600 pour info. Donc, c'est-à-dire que même en euros, on devrait avoir une bonne diminution. Il me semble qu'elle était souvent juste en dessous des 700 euros en euros, quand vous pouvez l'acheter seul en tout cas, sur les sites qui le permettaient. Donc là, elle devrait passer largement sous la barre des 600 euros maintenant, certainement, enfin je l'espère en tout cas. Après, évidemment, comme elle est très proche de la 7800 XT, si vous pouvez acheter une 7800 XT juste genre 20 euros moins cher, la 7800 XT prend plus d'intérêt. Pour moi, vraiment, l'avantage de la 7900 GRE, je dirais, c'est juste un peu plus efficace au niveau énergétique et plus de potentiel au niveau de l'overclocking parce qu'elle a une fréquence de base plus basse, mais elle a plus de stream processor que la 7800 XT. Elle a techniquement, par contre, une RAM plus lente, mais vous pourriez l'overclocker aussi pour compenser. Donc, je pense que c'est une carte qui est beaucoup plus intéressante pour ceux qui aiment bien tweaker. Mais après, si vous pouvez l'avoir pour le même prix que la 7800 XT, prenez-la forcément. Elle est un peu meilleure, elle est un peu plus efficace au niveau énergétique. Donc, c'est une bonne chose. Donc, ma foi, ils auraient dû faire ça de Vlad et moi. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris autant de temps à la sortir sur le marché. Parce que clairement, elle ne comble pas un vide, mais elle permet de compléter un peu mieux la gamme AMD, selon moi. Donc, c'est une bonne chose qu'ils l'ont sorti. Après, évidemment, ils avaient sorti un 7800 XT qui techniquement comblait en partie ce rôle, mais ça fait pas de mal d'avoir plus d'options, surtout si le prix est correct. Et du coup, forcément, ça fait aussi baisser le prix d'une autre carte qui est la 7700 XT. Donc là, AMD a réévalué le prix, ce qui est une très bonne chose parce que c'est pas une mauvaise carte, c'est juste une carte à un mauvais prix. Donc la 7700 XT maintenant devrait passer du prix en dollars de $449 à 519. Donc en euros, elle était juste en dessous des 500 euros. Donc ça veut dire qu'elle devrait plutôt être... Elle devrait pas très loin du prix normal d'une 4060 Ti, ce qui la met plutôt bien parce qu'elle défonce une 4060 Ti forcément. La 7800 XT aussi devrait forcément un petit peu baisser avec la 7900 GR qui arrive. Et donc voilà, il n'y a pas vraiment plus à dire, mais ça complète un peu mieux l'offre vers cette gamme de prix-là. On a enfin
avec surtout la 7700 XT, si elle a un bon prix, on verra ça dans les jours à venir, les semaines à venir, mais si elle a un bon prix maintenant, ben, ça vaudra totalement la peine de l'acheter. J'ai mon guide d'achat de carte graphique qui arrive, je voulais le sortir, mais quand j'ai vu que la 7900 GRE allait sortir officiellement, ben, j'ai attendu. J'attends de voir comment le marché va réagir, comment les prix vont s'adapter, mais vous allez avoir le guide d'achat de carte graphique qui arrive très bientôt. Et donc, on pourra voir justement quelles sont les meilleures cartes à acheter. Ensuite, on a une autre news au niveau carte graphique. C'est une très bonne news ici parce que Microsoft va certainement présenter le DirectSR pour super résolution lors du GDC 2024. Du coup, c'est le 23 mars, c'est le Game Developer Conference. C'est une conférence centrée sur tout ce qui est développement de jeux vidéo. Forcément, vous avez souvent Nvidia, AMD qui font des présentations. Il y a des fois des sorties de carte graphique lors de cet événement. Donc, on verra bien s'il y en aura d'ailleurs à ce moment-là. Mais dans tous les cas, Microsoft devrait présenter DirectSR. Donc, ce sera basiquement un super échantillonneur directement intégré à DirectX. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les développeurs? Ce sera beaucoup plus simple d'implémenter un super échantillonneur dans le jeu parce que, basiquement, ils pourront juste supporter cette API intégrée à DirectX et normalement, si AMD, Nvidia et Intel font leur travail, ce qui devrait être à peu près sur le cas, bien vous aurez accès à un super échantillonneur assez facilement, peu importe la carte graphique, peu importe les drivers normalement aussi. Le développeur pourra juste implémenter ça et ça fonctionnera. Est-ce que ça veut dire que techniquement, si vous avez une carte graphique NVIDIA, vous activez DirectSR, vous avez DLSS? Pas vraiment. Ici, c'est Microsoft qui va développer leur propre super échantillonneur selon leurs spécifications, selon ce qu'ils veulent faire. Donc ça veut dire aussi que la qualité pourrait être un peu moins bonne que DLSS ou même un peu moins bonne que FSR. Le truc, c'est que ça dépend de Microsoft ici. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours un monde qui existe où vous avez DirectSR comme option et puis en dessous, vous avez peut-être DLSS aussi. Donc tenez-en compte. Mais quoi qu'il arrive, DirectX, c'est évidemment la plus grosse API sur PC Windows pour développer des jeux, enfin pour faire du rendu de jeux vidéo. Évidemment, c'est pas un moteur de rendu, hein, tenez-en compte, c'est pas genre Unreal Engine ou autre chose. Ça permet d'utiliser la carte graphique pour faire justement le rendu, faire des moteurs comme Unreal Engine ou autre chose. Mais du coup, comme c'est le plus utilisé, DirectX, à l'heure actuelle en tout cas, il y a de fortes chances que oui, ce sera pleinement supporté par les constructeurs de cartes graphiques et du coup ce sera très facile pour les développeurs de l'implémenter. Mais tenez-en compte, oui, vous aurez certainement toujours des développeurs qui implémentent en plus DLSS, en plus FSR ou autre chose selon leurs préférences. Mais une chose est sûre, au moins on aura une option disponible pour tout le monde et aussi une option qui n'est pas... Parce que vous allez me dire, oui mais FSR fait la même chose. Les cartes graphiques NVIDIA peuvent tourner avec FSR. Mais le truc c'est que comme c'est la technologie d'AMD, forcément, certains développeurs qui travaillent avec NVIDIA n'ont pas forcément envie de la mettre. Ou peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas mettre une technologie d'AMD qui pourrait disparaître dans le futur ou autre chose. Là, avec DirectSR, c'est garanti, c'est Microsoft qui est derrière, donc ce sera juste beaucoup plus simple en fait. Ensuite, vous vous dites que vous n'avez pas assez de RAM. Genre 128 Go de RAM, non, 192 Go de RAM, qui est un peu la limite actuelle des plateformes comme le AM5 en X670E ou même X650 et tout ça, ou même si vous êtes sur Intel en Z790, la limite est de genre 192 Go avec des modules de RAM de 48 Go, donc 48 Go x 4, 192, et du coup vous vous dites, pas assez, il me faut beaucoup plus. Eh bien, les modules DDR5 de 64 Go arrivent, donc oui, une barrette, 64 Go, vous en mettez 4 et vous aurez 256 Go de RAM, ce qui est abusé. Avez-vous besoin d'autant de RAM pour votre PC? Non, pas du tout. Genre, il n'y a aucun monde qui existe à l'heure actuelle où vous avez autant besoin de RAM pour en tout cas jouer à des jeux vidéo, on va être très honnête. Donc, voilà, tenez-en compte. Mais si vous en avez vraiment besoin parce que vous travaillez dans un milieu, si vous aimez bien faire tourner un maximum de machines virtuelles, mais sur un PC qui n'a pas forcément le plus de cœur possible, bon, ça peut être le cas en réalité. Si vous avez par exemple, vous voyez le dernier Core i9 de Intel, vous êtes en mode, oh, il y a plein de cœurs là-dessus. Je peux faire tourner plein de machines virtuelles, mais j'ai besoin qu'elles ont beaucoup de RAM. Vous pourrez le faire maintenant. Du coup, MSI a annoncé qu'ils rajouteraient le support via BIOS dans leur carte mère pour justement des modules 64 Go. Ça concerne encore une fois que la DDR5, tenez-en compte. Et du coup, on devrait voir aussi les autres marques de cartes mère le supporter. Et on devrait voir les modules de 64 Go arriver très prochainement. Donc, ma foi, oui, si vous voulez beaucoup de RAM,
si vous voulez plus de RAM que de sens, allez-y. Et si aussi vous avez plus d'argent que de sens, allez-y, parce qu'ils vont certainement coûter la peau de fesses. Ensuite, vous dites que il fait pas assez chaud chez vous, il fait peut-être un peu froid, mais que vous n'avez pas forcément envie d'acheter un nouveau chauffage d'appoint ou autre chose. Bien, pas d'inquiétude. Furmark, dans sa version 2, est sorti. Furmark est le programme pour torturer votre carte graphique, pour faire un barbecue avec votre RTX 4090, peu importe ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire chauffer votre carte graphique, Furmark est là pour vous. Et du coup, dans sa version 2, il va faire encore plus chauffer votre carte graphique et juste la torturer. Basiquement, c'est le but de ce programme-là. Donc ouais, Furmark est un programme qui permet de tester la stabilité des GPU. Il est parfait pour tester les undervolting, les overclocking. Après, tenez compte que c'est juste un programme parmi tant d'autres. Si vous voulez vraiment tester la stabilité d'un GPU, surtout avec l'undervolting ou l'overclocking, testez avec les jeux auxquels vous jouez en temps normal, parce que des fois, c'est là que vous allez voir où il y a des instabilités. Mais quoi qu'il arrive, Furmark est un très bon outil, c'est gratuit, vous pouvez juste le télécharger, facile à faire tourner. Il tourne en boucle, comme ça la charge est constante, donc c'est parfait pour vite fait. Si vous voulez vite fait ajuster la fréquence, vous faites un test d'overclocking, vous voulez juste augmenter, je vais essayer de 20 MHz en plus, c'est parfait pour voir si c'est toujours stable. Et puis après, vous pouvez faire un vrai test de stabilité plus réaliste selon moi. Mais faites attention que oui, ça va faire chauffer votre carte graphique à mort. Donc, ne faites pas tourner Furmark de manière irresponsable. Si vous êtes sur un ordi portable, faites attention, vous allez le cuire, votre ordi portable. Donc, faites attention, genre, si vous avez un ordi portable, de bien le mettre sur une surface correcte et tout ça. Et utilisez-le seulement pour vraiment faire ce genre de test de stabilité. Tenez compte qu'il y a un risque de faire surchauffer vos composants et de les endommager. Surtout s'ils avaient déjà des problèmes, par exemple, pas thermique qui doit être changé ou autre chose, et qui surchauffent déjà, juste en faisant tourner un programme normal, là ça va être pire. Donc faites attention à ça. Ensuite, on a une news qui concerne Intel. Ils ont révélé récemment le Intel 14A. Ils allaient me dire, et qu'est-ce que c'est l'Intel 14A? Est-ce que c'est un nouveau processeur ou autre chose? Non, pas du tout. L'Intel 14A est un processus de gravure de processeur. Alors vous allez dire, 14A, c'est du 14 nanomètres du coup? Non, c'est pas aussi simple que ça, parce que Intel s'est dit, hey, vous savez quoi? Processus de gravure, 7 nanomètres, 4 nanomètres, trop simple. On va compliquer tout. Et c'est encore plus bizarre qu'Intel ait fait ça, parce que je vous rappelle que là, quelques années, ils étaient coincés sur 14 nanomètres. Ils ont fait du 14 nanomètres plus. Ils rajoutaient des plus à la fin. Ils ont enfin passé du 10 nanomètres. Mais ils étaient clairement en retard par rapport à notamment TSMC qui, eux, passaient à du 7 nanomètres à cette époque-là. Donc, Intel s'est même plaint que TSMC, notamment, ne respectait pas forcément la définition de ce que c'est un nanomètre, selon une définition qui a été faite par un organisme. Et c'est vrai qu'il y a une partie de vérité là-dedans, parce que le 10 nanomètres de Intel avait, au millimètre carré, plus de transistors que le 7 nanomètres de TSMC, ce qui, techniquement, veut dire qu'Intel gravait avec une finesse de gravure plus importante, genre c'était plus petit. Mais enfin bref, depuis, ils se sont dit, on va donner des noms plus marketing, vu que quand on va sortir du 7 nanomètres, tout le monde sera déjà limite en 6 ou 5 nanomètres. Forcément, ça va pas être très beau pour nous, donc on va juste appeler les trucs genre Intel 7, Intel 4, Intel 3. Et puis maintenant, sur certains processeurs, l'Intel 20A, 18A. Et plus récemment, ils ont annoncé le Intel 14A. Donc, oui, ça ne veut rien dire. Basiquement, ça ne veut rien dire. Pour ceux qui se disent, est-ce que c'est la finesse de gravure en nanomètres? Non, pas du tout. C'est juste une unité de mesure, selon eux. Voilà, c'est comme ça c'est un nom. C'est basiquement un nom. C'est juste du marketing. Donc, ouais. Maintenant, ma foi, si vous voulez juger de la finesse de gravure d'un processeur Intel, ne regardez pas au nom marketing parce que ça ne veut littéralement rien dire. Déjà qu'il y avait de la confusion, comme j'ai dit, sur le 7 nanomètres de TSMC, c'est pas le même que le 7 nanomètres d'une autre marque. Là, ça va être encore pire, quoi. C'est pire. Je sais pas comment Intel peut aller de vous respectez pas la définition au TSMC à eux-mêmes juste inventer des noms. C'est genre, comment tu peux sauter d'un extrême à l'autre? Ça n'a aucun sens. Enfin bref, ma foi, le plus important, c'est pas la finesse de gravure, c'est quelles sont les performances, quelle est la consommation pour les performances. C'est à ça qu'on veut regarder. Et oui, pour le moment, on va être très honnête, Intel a un petit peu du mal. Maintenant,
j'ai un mini réflexion en réalité là-dessus. Est-ce que c'est la finesse de gravure d'Intel qui est pas suffisamment bonne, ou est-ce que c'est l'architecture des processeurs Intel qui est pas suffisamment bon? Parce que le truc, c'est que il y a que les processeurs Intel qui sont gravés dans le processus de gravure Intel. Donc il n'y a pas de point de comparaison. Il n'y a pas d'autres marques qui gravent leurs processeurs avec leur processus de gravure. Donc c'est pas vraiment comparer l'efficacité énergétique. Donc on ne sait pas si c'est le design même du processeur qui a un problème ou la finesse de gravure. Parce que le truc, c'est que les Intel Arc, leurs cartes graphiques, sont gravés par TSMC. Le GPU est gravé par TSMC. Et c'est du 7 nanomètres. Et le truc, c'est que les Intel Arc sont pas forcément les plus efficaces au niveau énergétique, en fait. Donc ça pointe sur le fait que les Intel Arc n'ont juste pas une architecture efficace au niveau énergétique, en fait. Oui, vous pouvez utiliser un meilleur processus de gravure, mais si l'architecture même est mal optimisée, vous ne pouvez pas totalement compenser votre mauvais design. Donc les gens se demandent, en fait, oui, si... Enfin, moi, je me demande aussi, surtout, est-ce que c'est pas plus le design des processeurs Intel qui a un problème en ce moment, plutôt que leur finesse de gravure? Je ne sais pas trop. Le truc, c'est qu'on ne saura pas tant que Intel ne fera pas un processeur gravé par TSMC, ce qui, il me semble, techniquement devra arriver pour un certain modèle mobile. Il me semble qu'ils voulaient faire ça, donc peut-être on le verra. Mais dans tous les cas, tant qu'ils ne feront pas ça, on ne pourra pas voir si c'est vraiment un problème de design ou un problème juste de gravure. Ma théorie, c'est que c'est un problème avec les deux en réalité. Genre leur processus de gravure n'est pas si mauvais, mais il est juste un peu en retard. Et puis leur design est juste poussé à la limite. Genre, ça se voit. L'architecture même qu'il y a dans la 14e génération de Core Intel, c'est la même qu'on avait dans la 13e et qui était la même que la 12e. Juste poussée à ses limites. Genre vraiment, on va juste augmenter un peu la fréquence. Qu'est-ce qui va mal se passer? Juste un petit peu plus, 200 MHz en plus. On doit consommer 400 watts pour ça. C'est pas grave. Donc voilà, certainement en grande partie ça aussi. Donc bref, ma foi, je voulais juste parler un petit peu de ça parce que je trouve ça intéressant. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'ai pas vraiment beaucoup plus à dire. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouve après une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.